Eh bien, bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être là, toujours un plaisir de vous retrouver. Vous voyez, nous sommes toujours d'une ponctualité, je ne sais pas si ça vient de mon côté chef d'orchestre, mais c'est important que les choses commencent à l'heure. Alors, d'abord, c'est une forme de respect vis-à-vis de vous et des gens qui sont ici. Alors, je dois vous dire que Éric Desmazières, c'est pour nous un personnage, en dehors de son immense talent, particulièrement attachant. Il est quelque part entre Sampé et Jacques Tati, si vous voulez, en gros, voilà. Et je dois avouer qu'il a toujours un décalage par rapport aux choses absolument extraordinaires. Donc, vous savez qu'il a, en plus de tout son travail, et il a une autre activité maintenant, il me déteste de temps en temps de lui avoir proposé à l'époque, et que ses confrères l'aient élu, c'est-à-dire qu'il veille aux destinées du musée Marmottan-Monet, ce qui n'est pas une mince affaire, étant donné qu'il a notamment la plus belle collection de Monet au monde. Alors donc voilà, de 1803 à 2008, c'est vrai que ça fait 16 ans maintenant déjà que tu es élu, hein, c'est vrai. Et en plus j'aime bien quand je les vois, parce que comme ça j'y suis pour quelque chose, je peux me dire avec plaisir, ayant été élu en 2000, que j'y suis pour quelque chose, et sachez qu'il n'y a pas un jour où j'ai eu à le regretter, ainsi que mes confrères. Je vous rappelle que la semaine prochaine, c'est Fabrice Hibert qui va nous raconter son siège, et je vous supplie de me pardonner si dans un quart d'heure vous me voyez m'éclipser, c'est pour une raison impérative et qui m'empêchera d'aller jusqu'au bout, mais après je ferai comme ceux qui ne peuvent pas être là, j'écouterai le reste directement sur Internet. Mon cher Éric. Merci Laurent, merci de votre présence. Alors, donc je vais vous parler des occupants du siège numéro 1 de la section gravure, qui s'appelle d'ailleurs maintenant depuis peu section gravure et dessin, mais elle a commencé par être très longtemps la section gravure. Et on pourrait dire la section burin, c'est la raison pour laquelle je vous montre cette image extraite d'un manuel de gravure d'Abraham Boss qui montre comment cette technique s'emploie, hein. C'est la technique la plus simple qui soit, c'est-à-dire qu'on utilise un instrument, vous voyez, tranchant, qui est une tige carrée coupée en biseau, très très affûtée, et quand c'est très affûté, ça pénètre dans le cuivre avec beaucoup de facilité. D'ailleurs, on maintient en général l'instrument dans un sens et on tourne le cuivre qui est souvent sur un petit coussin de cuir qu'on aperçoit sous la plaque. C'était l'instrument roi et la technique reine, à tel point d'ailleurs que c'est devenu même une caractéristique des graveurs de l'Académie d'être des burinistes, alors que d'autres techniques étaient employées par d'autres graveurs par ailleurs, et ça a fini par être le cas au sein de l'Académie des Beaux-Arts aussi. Alors je commence par le premier occupant de ce fauteuil, Charles Berwick, qui était né donc en 1766 et qui a été élu le 28 janvier 1803, c'est-à-dire au moment où une élection qui est intervenue juste quelques jours après l'arrêté consulaire du 23 janvier qui réorganisait l'Institut qui avait déjà été établi par Bonaparte en 4 classes: sciences physiques et mathématiques, langue et littérature française, histoire et littérature ancienne, et enfin beaux-arts. Il est donc élu le 28 janvier 1803, le même jour que Dominique Vivant-Denon, qui lui est élu dans la section peinture. Charles Berwick est un fils de tailleur, hein, qui se destine tout d'abord à la peinture, mais ses parents pensent que c'est un état précaire et le poussent vers la gravure qui, pour eux, leur apparaît comme un excellent compromis entre l'art et le commerce. Il prend d'abord des leçons avec Jean-Baptiste Leprince, hein, qui a été lui-même, qui a été un graveur très important du XVIIIe, hein, élève de Boucher, et qui d'ailleurs, paradoxalement, alors que tous ces gens vont faire du burin, Leprince est un des inventeurs de l'aquatinte, qui est une technique de gravure beaucoup plus moderne.
le prince, puis à l'âge de 14 ans, il entre dans l'atelier du graveur sur cuivre Jean-Georges Ville, un graveur, lui, beaucoup plus traditionnel, hein, qui a été très connu à travers l'Europe entière. Et il a été, ce cher Berwick, a été graveur de la cour de Frédéric II de Prusse, du roi de Danemark, membre de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Il reçoit un apprentissage fondé sur la tradition. Et comme disait le grand spécialiste, le grand amateur d'estampes, Beraldi, là, pas de compromis avec l'expéditive eau forte, pas de faux fuyant avec la dissimulatrice pointe sèche ou le doux pointillé. Le cuivre était taillé selon les règles en forme de hachure entrecroisée avec un point au milieu. Et c'est presque avec cette unique ressource que tout devait s'imiter suivant la tradition. Donc on ne rigole pas. En 1774, il obtient un premier prix de dessin de l'Académie royale de peinture et sculpture. Tout ça, c'est sous l'Ancien Régime. Hein. Et en 1780, il fait un portrait du comte de Vergennes, hein, qui était le ministre des Affaires étrangères de Louis XVI, d'après son propre dessin. Alors là, il se comporte en graveur d'interprétation de son œuvre propre. Et comme dit Beraldi encore, son œuvre, pour parler comme Danton, c'est le Louis XVI, encore le Louis XVI, toujours le Louis XVI. Et d'ailleurs, il réalise un portrait très, très impressionnant de Louis XVI d'après le peintre Calais. Il commence ce portrait, alors là, il n'a pas beaucoup de flair, il commence ce portrait en 1790. Évidemment, la Révolution arrive et averti qu'on en ferait chez lui la recherche du portrait en question, il n'osa ni la cacher, ni charger tout autre de ce soin périlleux. Il brisa son cuivre, mais les morceaux subsistèrent et nous apprenons depuis peu qu'on vient de trouver un moyen de les réunir qui permettra d'en tirer de nouvelles épreuves. C'est-à-dire qu'après 1815, ce portrait sera à nouveau imprimé, enfin les morceaux seront réunis et ce portrait sera à nouveau imprimé. Ça sera le cas d'ailleurs d'autres gravures de cette période révolutionnaire, hein, qui était très, très, très houleuse. Alors c'est vraiment un graveur classique, entre guillemets, qui a un métier extraordinaire, qu'il met au service d'une inspiration extrêmement classique, extrêmement traditionnelle. Vous voyez cette peinture de Saint-Jean au désert d'après Raphaël, hein. Et puis, ça a été l'homme qui a fait, alors ça nous concerne à l'Institut, il a fait le papier à lettres de l'Institut, la fameuse tête de Minerve, qui est toujours utilisée. Il est également l'auteur de gravures extrêmement brillantes techniquement, hein, l'éducation d'Achille par le Centaure, peint par Regnault, qui était d'ailleurs également membre de l'Institut. Il réalise aussi l'enlèvement de Déjanire, hein, d'après Guido Reni. Ce sont des gravures extraordinairement savantes du point de vue de la technique, mais très traditionnelles. Il n'y a pas beaucoup de changements avec ce qui se faisait au XVIIIe et au XVIIe. Néanmoins, il faut dire que ce sont des gravures qui mettaient des années et des mois, voire des années à faire, ce qui fait que son œuvre est extrêmement réduite, hein. C'est quelques dizaines de gravures à peine. Il a néanmoins une très grande renommée internationale, hein. Mais quand même, on peut dire que c'est un travail très lent. À la fin de sa vie, il travaille très lentement. Et Beraldi dit aussi, mais nous ne retrouverons pas à cette date, à la fin de sa vie, l'équivalent de ces grands portraits de l'Ancien Régime. Les souverains perdent alors leur trône en moins de temps qu'il n'en fallait à Berwick pour mener une planche à bonne fin. Il perd malheureusement la vue progressivement et de ce fait, il ne termine pas un grand portrait qu'il avait entrepris de l'empereur Napoléon Ier. Il meurt le 23 mars 1822 et le 4 mai, vous voyez qu'à l'époque, on ne perdait pas de temps, le 4 mai de la même année, 1822, son successeur est élu. Il s'agit de Pierre-Alexandre Tardieu, qui était plus vieux que Berwick de quelques semaines. Il était né le 2 mars 1756.
Tardieu, Père Alexandre Tardieu appartient alors lui à une dynastie de graveurs. D'ailleurs, je me suis un peu perdu dans la généalogie, c'est très compliqué. Il y a des oncles, il y a des grands-oncles. Le père était lui-même maître planeur sur cuivre, c'est-à-dire qu'il il préparait les plaques, il fabriquait les plaques. Fils de Claude Tardieu, lui-même maître chaudronnier. Et il était d'abord l'élève de son oncle Jacques-Nicolas Tardieu. Il est élu à 66 ans, le 4 mai 1822. Issu d'une famille, son père a eu 26 enfants, dont 5 devinrent graveurs. Il eut une carrière très longue, près de 70 ans, et comme Bervic, puisqu'ils étaient de la même génération, il a été formé par Georges Ville. Son portrait, nous avons son portrait par Ingres, qu'il a... Alors, excusez-moi, je ne vous avais pas montré ça de Bervic, qui était vraiment un tour de force, comme on dit, d'après l'antique, le fameux Laocoon. Voilà, alors Pierre-Alexandre Tardieu, voilà son portrait par Ingres. C'est avant tout un graveur d'interprétation, d'après Raphaël, d'après Pourbus, mais il faut aussi un graveur de son temps, en ce sens qu'on lui doit de nombreuses gravures d'assignats révolutionnaires. Alors lui, il a plutôt tiré parti de la période, toujours Béraldi, un autre fruit du malheur des temps qui n'eut pas pour notre graveur des conséquences si fâcheuses et qui eut pour la gravure elle-même des résultats plus utiles. Ce fut la nécessité où il se trouva d'employer son burin à graver les planches des assignats. Attendez, pardon, je vais un peu vite. Ah oui, c'est la gravure d'après. Pardon, voilà. Les planches des assignats. Ces travaux qui figurent dans l'œuvre de M. Tardieu parmi tant de beaux ouvrages d'art et qui tiennent aussi à l'art par la manière dont ils sont traités, méritent encore d'être signalés à cause d'une circonstance qui les rend véritablement historiques. En effet, évidemment, la production des assignats a été, on peut dire, une bénédiction pour les graveurs. Ça a donné lieu d'ailleurs à des œuvres un peu fantaisistes comme celle-ci de Marie-Joseph Charles Hunin, qui est une nature morte aux assignats révolutionnaires dont beaucoup sont réalisés par Tardieu. Donc c'est un homme préoccupé d'exercer son art dans cette période politiquement troublée et qui dut se soumettre au goût de son temps. Lui aussi n'avait pas eu beaucoup de flair puisque en 1993, il avait entrepris un portrait de Marie-Antoinette. Le 16 octobre 1793, la reine était exécutée, donc Tardieu remit à plus tard l'achèvement de ce portrait en Vestale d'après Dumont, œuvre devenue compromettante sous la Terreur. L'esprit de cette œuvre appartient de plein pied à l'Ancien Régime et tout particulièrement au goût de la reine pour la décoration de l'antique. Et comme pour Bervic, Tardieu acheva cette œuvre en 1815 et la dédia à la duchesse d'Angoulême, qui était fille de la reine qui avait survécu à la prison révolutionnaire. Mais il n'était pas vraiment... ça ne l'a pas empêché, par exemple, de réaliser, d'après David, ce portrait de Lepelletier de Saint-Fargeau, vous savez, qui était un conventionnel aristocrate, mais très montagnard, très à gauche, qui avait été assassiné la veille de l'exécution de Louis XVI. Louis XVI avait été exécuté le 21 janvier 1793 et Lepelletier de Saint-Fargeau a été assassiné la veille, le 20 janvier. Et cette gravure représente le tableau qu'en avait fait David, aujourd'hui perdu. Autre œuvre faite par notre Tardieu, c'est le papier à lettres du ministère de la Marine. Je passe sur une œuvre assez énigmatique parce que je n'ai pas trouvé, elle doit se rattacher à une publication, à un livre, parce qu'elle est très très différente, qui est très belle d'ailleurs, qui est La baie glacée, le monde Saint-Élie, qui plutôt fait partie d'une relation de voyage. Enfin, lui a réussi à faire un portrait de Napoléon, en tout cas la tête est de lui, mais le reste est réalisé par Laurent Dabos et ça date de 1810. Il arrive ainsi à durer en faisant à la fois le portrait de Marie-Antoinette, des assignats, des entêtes de papier à lettres pour l'Institut, le portrait de Lepelletier de Saint-Fargeau, le portrait de Napoléon. Un homme exactement à cheval sur 2 siècles, puisqu'il a vécu 44 ans au XVIIIe et 44 ans au XIXe. Il meurt le 3 août 1944 à 88 ans. Voilà. Ensuite vient François Foster, donc, qui est élu le 14 septembre 1844, c'est-à-dire
à 54 ans, 6 semaines plus tard, 6 semaines après le décès de Tardieu. C'est un Suisse qui était né au Locle, enfin une ville tout près de la frontière française, le 22 août 1790, et qui vient à Paris très jeune, qui va fréquenter l'atelier de Girodet ainsi que celui du graveur Pierre-Gabriel Langlois. Lui aussi a son portrait d'ailleurs par... alors tiens, normalement il devrait y avoir le portrait... Tiens, il n'y a pas le portrait par Ingres. Il a aussi eu son portrait par Ingres. Alors je l'ai peut-être vu... Ah oui, pardon, voilà. Lui aussi a eu son portrait par Ingres. En 1814, il a 19 ans, hein, son académie d'hommes nus lui vaut d'obtenir le Grand Prix de Garrure en taille douce. Il ira donc à la Villa Médicis, c'est là qu'il rencontrera Ingres. Ensuite, comme il était du Locle, qui est près de Neuchâtel, qui était sous l'administration de la Prusse, il aura une bourse du roi de Prusse, Frédéric Guillaume III, qui lui permettra de rester longtemps à Rome, et il ne revient à Paris qu'en 1828. Alors c'est vraiment, lui, un graveur par excellence, un graveur d'interprétation non seulement, mais pas seulement des artistes du peintre du passé, hein, comme ces 4 chasseurs, c'est le curé Arlotto de Manozzi, qui est un artiste qui était né en 1592, c'est-à-dire la même année que Jacques Callot, et qui a connu Jacques Callot d'ailleurs à Florence, et qui était, alors donc tout ça c'est des gravures d'interprétation d'après des artistes du 18e, mais aussi, alors c'était non seulement, alors voilà, aussi Aurore et Céphale d'après Guérin. Guérin, c'est un artiste qui était né vers 1774-75, aussi à cheval entre les deux siècles. Il s'aventure même, vous voyez, à faire une gravure d'après l'autoportrait de Dürer qui est maintenant au Prado. Il fait aussi un portrait de cet extraordinaire personnage qui est Alexander von Humboldt, qui était un scientifique qui a d'ailleurs vécu tout près d'ici, hein, qui est au 3 quai Malaquais, et qui a été très ami de grands scientifiques français comme Laplace, comme Gay-Lussac, qui a vécu très longtemps en France, pendant plus de décennies. Et il fait aussi un portrait, vous voyez, c'est vraiment des portraits tout à fait d'interprétation, hein, c'est vraiment, on est en aval du peintre, mais il grave aussi pour des artistes qui sont ses contemporains, comme cette Sainte-Cécile avec 2 anges de Paul Delaroche, un artiste qui a eu une très très grande célébrité, qui est l'artiste qui a fait la grande peinture de l'hémicycle de l'école des Beaux-Arts, qui existe toujours bien sûr. Et donc c'est toujours cet art complètement d'exécution, hein, d'interprétation. Voilà aussi un portrait de la reine Victoria par le peintre Franz Xavier Winterhalter, qui a connu son... Alors ça, c'est 1846, mais Winterhalter a surtout été connu au moment du Second Empire. Enfin, après le portrait son portrait par Ingres, je vous montre son portrait par un photographe qui a été très connu, qui est Adolphe d'Allemagne, hein, et qui s'est amusé à faire ce portrait, qui avait été lui-même élève d'Ingres et de Cogniet avant de se mettre tardivement à la photographie, et qui transforme en trompe-l'œil les codes du portrait peint et gravé des siècles précédents. Il meurt à Paris le 24 juin 1872, et quelques mois plus tard, alors là c'est un peu plus long, 8 mois après sa mort, est élu Adolphe François, le 15 février 1873. Alors, Burinis, né et mort à Paris, un frère de Jules François, élève d'Henri-Quel Dupont. Henri-Quel Dupont, qui a également été membre de l'Institut, et aussi un graveur comme ça, traditionnel, qui a étendu son ombre sur plusieurs générations d'artistes en étant enseigné. Il débute au Salon de 1842. Son œuvre est exclusivement consacrée à la gravure de reproduction, hein, comme celui de son frère, dont il est difficile parfois de le distinguer. Ses planches représentent un magnifique travail d'artisan, hein, et alors là, le commentaire est un peu acide, que la photographie a pourtant remplacé sans dommage. Il nous est difficile de ne pas sourire aujourd'hui des éloges dithyrambiques de Béraldi. Lui et son frère ont beaucoup fait, cela est incontestable, pour répandre les œuvres de Paul Delaroche. Reste à savoir s'il n'y avait pas besogne plus utile.
Donc c'est un graveur, alors là c'est le graveur d'interprétation, voire de reproduction par excellence. Henri-Quel Dupont, je viens de vous le montrer, hein, voilà, c'est ce personnage très sérieux comme vous le voyez. Et donc voilà encore un burin d'après Delaroche, Louis-Antoine de Bourbon sur le champ de bataille du Trocadéro. Enfin là, on est quand même on n'est pas loin, c'est presque contemporain. Mignon et son père, d'après Harry Schaeffer, autre gloire de la peinture de l'époque. Hein. Estampe publiée par la maison Goupy. Je vous dirai tout à l'heure un petit mot de cette maison d'édition. Napoléon traversant les Alpes, d'après Delaroche, toujours 1852, gravure faite alors que le Second Empire est en place. Ensuite, on n'y échappe pas. Marie-Antoinette au tribunal révolutionnaire. Décidément, Marie-Antoinette continuait à inspirer les artistes, même bien au-delà de sa tragique disparition. Et voilà ce que le vicomte Henri de Laborde, qui était un homme qui avait publié un manuel de gravure, dit de lui à ses obsèques. Quoi de plus respectable, en effet, dans son austère unité, que la carrière tout entière de M. François? Quel exemple plus simplement éloquent que celui de cette existence poursuivie jusqu'à la fin, sans le moindre détour de la route une fois choisie, sans la plus légère concession aux exigences ou aux séductions du monde. Il meurt le 7 juillet 1888 et 4 mois plus tard, l'Académie des Beaux-Arts élit à son fauteuil, le 17 novembre 1888, Auguste Blanchard, dont voilà un portrait par aussi un photographe renommé qui s'appelait Charles Reutlinger. Auguste Blanchard est élu le 17 novembre 88. Il était né en 1819, il est élu à 69 ans. Il a travaillé d'abord auprès de son père et ne s'est jamais réclamé d'un autre maître. Mais son œil, c'est ce que dit l'inventaire du Fonds français, son œil est plus sûr, sa main plus souple. Il est devenu de bonne heure le graveur le plus savant de sa lignée. Deuxième Gros Prix de Rome en 1838, première médaille en 1857, la Croix en 1861 jalonne sa carrière. Son Antiope de 1857 peut figurer parmi les plus irréprochables burins de l'époque d'Henri-Quel, toujours l'ombre d'Henri-Quel Dupont sur tous ses graveurs. Mais comme ce dernier, il n'a pas méprisé les planches légèrement enlevées à la pointe. La dernière partie de son œuvre n'échappe pas toujours à la fadeur calligraphique que recherche la clientèle internationale de Goupy et de Gambart, mais elle nous offre aussi d'excellentes pages claires et blondes, selon la formule nouvelle de la taille douce. Meissonnier et Alma Tadema ont eu en lui le meilleur interprète. Alors, on dit de ces burins qu'ils sont irréprochables. Je ne sais pas si c'est une qualité. Oui, ça doit l'être. Alors, c'est aussi un graveur d'interprétation très productif. Hein. C'est Christus Remunerator, d'après Harry Schaeffer, publié par la Maison Goupy. Alors, la Maison Goupy, c'était une maison qui avait été créée en 1829 par Adolphe Goupy, qui a été installé dans plusieurs endroits, mais notamment boulevard Montmartre. Elle a fait un commerce d'estampes et de reproduction de tableaux de maîtres anciens, soit d'après des tableaux d'artistes vivants qui exposent au salon, soit des maîtres plus anciens. Et ça a connu une expansion extraordinaire. À un moment, il y avait des établissements Goupy à Londres, à New York, à Berlin, à La Haye, à Vienne, des comptoirs dans le monde entier, ce qui, naturellement, demandait des graveurs d'interprétation très productifs, ce qui explique que tous ces gens en fait, avaient du travail et vivaient bien de ce travail d'interprétation. Même si, vous voyez, c'est vraiment l'imagination en est absente. Voilà une autre gravure de notre ami d'après Harry Schaeffer, Faust et Béatrice, publiée aussi par Goupy. Madeleine après la prière, d'un artiste d'origine irlandaise, s'appelle Daniel Maclise, qui est connu par des peintures monumentales qu'il a réalisées au palais de Westminster. Il y a deux immenses peintures de lui. Il y a la rencontre de Wellington et de Blücher à la bataille de Waterloo. Il y a aussi la mort de Nelson. Autre gravure d'interprétation, c'est la sculpture de 1877 d'Alma Tadema, un peintre
un peintre qui, à ma connaissance, n'a jamais été montré en France. Enfin, je ne crois pas qu'il y ait jamais eu d'exposition, mais qui est très connu dans les pays anglo-saxons, qui a fait des grandes peintures représentant. Il avait été très frappé en faisant un voyage en Italie par les ruines de Pompéi, etc. Et ça l'a beaucoup inspiré ensuite. Des peintures très, très impressionnantes, très séduisantes. Le printemps, toujours de Laurence Alma-Tadema. On est en 1879 quand même. Vous voyez, il faut s'imaginer ce qui se faisait ailleurs en art à ce moment-là. Ensuite, je vous montre d'abord la gravure faite d'après Dubuff du Congrès de Paris. Là, je reviens, vous voyez un peu, il y a une fidélité quand même à l'original. Ça, c'est l'original, enfin qui est beaucoup plus grand, 3,8 mètres par 5 mètres, alors que la gravure fait 60 cm par 87. Le Congrès de Paris, c'est le congrès qui a mis fin à la guerre de Crimée et qui s'était réuni à Paris à cette époque-là. Il meurt à Paris en 1898 et c'est Léopold de Flamingue qui est élu sur son fauteuil moins de 2 mois après, le 20 juillet 1898. Alors là, je voudrais faire une petite taquinerie, vous montrer quand même quelques images de gravures qui se sont faites à ce moment-là en dehors de l'Académie des Beaux-Arts. Il faut se rappeler qu'en 1874, par exemple, il y avait eu la première exposition impressionniste, dont il y a eu une tentative, enfin une reconstitution actuellement au musée d'Orsay, où sont exposées beaucoup de gravures, notamment des gravures de Bracquemont. Nous sommes à l'époque où Bracquemont grave ses gravures à l'eau forte, comme celle-ci, Félix Bracquemont. Je vous montre quelques exemples. Voilà le très joli portrait de je pense, Marie Bracquemont, sa femme, sur la terrasse de la Villa Brancas, et aussi ce portrait très fameux d'Edmond de Goncourt, dont d'ailleurs le cuivre s'est vendu la semaine dernière à Paris dans une vente qui était consacrée à Marie et Félix Bracquemont. C'est aussi la période, et on verra qu'ils se connaissaient avec Flamingue, c'est aussi la période de Mérion. Mérion grave à ce moment-là, et c'est même avant, le Strige, par exemple, magnifique gravure vue de Notre-Dame, le Petit Pont, attendez, pardon, je vais un peu vite, là, le Petit Pont à droite, très fameuse gravure de Mérion, aussi cette magnifique gravure de Notre-Dame, le chevet de Notre-Dame, c'est vraiment la même époque. C'est aussi l'époque de Bresdin. Alors ça, ce sont des lithographies, une haute technique qui n'était absolument pas utilisée par ces graveurs de l'Académie des Beaux-Arts. On voit d'ailleurs aussi à l'exposition des impressionnistes cette très jolie gravure de Giuseppe de Nettis. Vous voyez qu'il se passait quand même des choses en dehors. Je vous montre encore quelque chose qui est un tout petit peu plus tardif, mais pas beaucoup, qui est la fameuse araignée de Redon de 1881, c'est-à-dire l'époque où Flamingue, Flamingue, et même au-delà de ça, Flamingue est élu en 1898, il a 67 ans, il était né le 22 novembre 1831 à Bruxelles. Je vous montre son portrait par son fils, qui a été un bon artiste, François Flamingue. Et d'ailleurs, le fils parle de son père dans ces termes très sympathiques. Le brave artiste, jamais lassé, jamais rebuté, jamais découragé, toujours vaillant, frappe à toutes les portes, fait tous les métiers, peinture de store, gravure en repoussé, gravure industrielle, image pour Épinal, gravure sur bois, lithographie pour le commerce, tout ce qui est bon pour qu'il puisse décrocher chaque jour la somme indispensable à l'existence des siens. C'est un élève de Luigi Calamata, un personnage important aussi de l'époque, et de Jean Gigou. Mais ce qui est drôle, c'est que Flamingue avait fait un portrait de Charles Mérion. Charles Mérion est quelqu'un qui a eu des problèmes psychiques, et là, donc, il va le voir alors qu'il est interné. Et d'ailleurs, ça, c'est le dessin, et ça, c'est une héliogravure qui a été tirée du dessin. Mais le dessin qui est, je crois, au musée d'Orsay, oui. Et quand il a fait ce dessin et que Mérion l'a vu, Mérion a voulu le déchirer, mais Flamingue a réussi à sortir sans dommage et le dessin nous est venu. Alors Flamingue, déjà, amorce un changement, c'est-à-dire que
il commence à pratiquer l'eau-forte. Vous voyez, ça, ce sont des pensionnaires de l'Académie de France. Il réalise tout un recueil d'après Rembrandt, hein, mais à l'eau-forte. Alors, ça n'est plus du burin, vous voyez, des esquisses. Ça rappelle un peu Gabriel de Saint-Aubin. Enfin, c'est des griffonnages comme ça. Il réalise quand même un tour de force aussi, cette gravure à l'eau forte d'après la Ronde de nuit de Rembrandt. Et il fait un très bel ensemble de gravures qui s'appelle Paris qui s'en va, Paris qui vient, qui paraît en 1860 chez Cadar, où on peut voir, où il grave donc la flèche de Notre-Dame, vous voyez, telle que Mérion l'avait déjà faite, et je me suis permis de mettre en rapport, parce que ça a vraiment été réalisé au même moment, cette photo de Charles Marville, hein, qui a été faite absolument. D'ailleurs, on peut se demander lequel a influencé l'autre, parce que c'est vraiment, quand on voit la façon dont le premier plan, comme ça, est absolument identique, la lumière avec le contre-jour absolument identique, on pense qu'il y a des fortes chances qu'il y a eu interaction entre les deux. C'était une revue Paris qui s'en va, Paris qui s'en vient, une revue éditée par Cadar, hein, qui est composée de 26 qui contient 26 eaux fortes qui étaient livrées mensuellement. Et donc on ne peut pas s'empêcher de faire le rapprochement avec Marville. La flèche venait d'être construite, hein, elle avait été détruite en 1793. Hein. Elle n'avait pas résisté à l'orage révolutionnaire. Autre gravure, alors vous voyez, il est quand même aussi dans un registre très classique. Il y a cette gravure de la source d'après Ingres, qui a eu un énorme succès, qui était paru dans la Gazette des Beaux-Arts en 1873. Et là, je vous montre aussi une chose amusante, c'est Roland Mort, que donc Flamingue a réalisé, d'après Velasquez. Et 2 ans après, ou même, oui, c'est ça, 2 ans après, Manet réalise ce Torero Mort, et je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas l'influence de l'un sur l'autre. Donc Flamingue, quand même, sort un peu de ce rail très rigide de la gravure au burin des membres, des artistes, des graveurs de l'Académie. Il fait toujours de la gravure d'interprétation, mais alors à l'eau forte. Hein, c'est d'après Bonington, qui est un artiste qui lui est contemporain, et ou en tout cas pas si éloigné. Et voyez, c'est intérieur avec François Ier de France et l'empereur Charles Quint et la duchesse d'Étampes. Et ensuite, des choses plus libres, hein, par exemple ce portrait de Georges Duplessis, hein, qui était membre de l'Institut, conservateur du département des estampes de la Bibliothèque nationale. C'est en 1893, alors ça c'est une gravure originale. De même que ce portrait de Jean-Paul Laurence, grand peintre d'histoire, hein, archétype de l'artiste officiel qui a réalisé des fresques au Panthéon, à l'Hôtel de Ville de Paris, mais qui était un homme très républicain, très anticlérical, et donc qui était très progressiste quelque part, même si c'était un artiste officiel. Mais il n'empêche que Flamingue continue à faire des gravures d'interprétation, mais qui ont quand même une espèce de velouté, qui sont beaucoup plus, je trouve, beaucoup plus séduisantes que les burins de certains de ses prédécesseurs. Quoique ce portrait de Puvis-Chavannes, d'après Bonnat, reste quand même assez raide, réalisé en 1887 et publié dans la revue L'Art. Enfin, un portrait aussi, je trouve qu'il ne manque pas de qualité, hein, d'un certain Pierre-Carl-Édouard Potin, dont je n'ai pas trouvé de traces. C'est un homme qui a réalisé plus de 700 gravures. Hein. Il a notamment travaillé énormément pour les revues, hein, telles que la Gazette de l'Hôtel des Beaux-Arts ou l'Art. Il a réalisé énormément de portraits gravés destinés à illustrer toutes sortes de publications, de livres. Et il meurt le 4 septembre 1911. Le 4 novembre, exactement 2 mois après, lui est élu sur son fauteuil, à 55 ans, Émile Sulpice, qui était né en 1756, qui est le fils d'un graveur d'architecture, qui est le fils du graveur d'architecture Jean-Joseph Sulpice, dont la bibliothèque de l'Institut, d'ailleurs, et le musée Marmottan possèdent le fonds.
Il est élève à l'école Estienne, c'est-à-dire au moment où cette école est créée d'ailleurs. Et il sera plus tard enseignant. Il continue à avoir un enseignement très classique, un élève de Cabanel et d'Henri-Quel Dupont, qui est toujours là. Il obtient le prix de Rome en 1884 et il obtient d'ailleurs un grand prix à l'exposition universelle de 1900. Alors voilà un autoportrait d'Émile Sulpice à l'eau-forte et au Vernimoux, qui est, je trouve, un très beau, très jolie gravure. À son retour à Paris, après son séjour à Rome, il partage son temps entre les commandes de gravure de reproduction et des pointes sèches originales. Alors lui, il est à la fois un graveur d'interprétation à l'ancienne. Vous imaginez faire, par exemple, une gravure d'après le Printemps de Botticelli, puis même d'après l'autoportrait de Dürer qui se trouve à Madrid. C'est un graveur fidèle qui a beaucoup gravé d'après Gustave Moreau. Voilà, par exemple, Hésiode et la Muse d'après Gustave Moreau. La peinture date de 1891 et la gravure date de 1896. Elle est d'ailleurs à peine plus petite que l'œuvre peinte. L'œuvre peinte, l'huile sur bois fait 59 cm de haut et la gravure fait 55. Il grave aussi l'Apparition, Salomé et la tête de Saint Jean-Baptiste, très fameuse peinture. Et en parallèle de ces commandes de gravure d'interprétation, qu'il réalise avec talent d'ailleurs, il a toute une production, alors là, complètement intime, secrète, qui n'a absolument rien à voir et qu'il montre d'ailleurs peu, qui est destiné uniquement à ses amis, alors qui est absolument très étonnante. Vous voyez, alors voilà, ça n'a absolument... C'est autre chose, toujours des jeunes femmes d'ailleurs, où il est d'ailleurs parfois assez expérimentateur dans les techniques, eau-forte, pointe sèche, vernis-mou, même aquatinte. Vous voyez cette jeune femme sur cette chaise, c'est très, très étonnant. Là, c'est vraiment une œuvre complètement personnelle, mais secrète. C'était destiné à ses amis. Ça n'a absolument pas donné lieu à une commercialisation, mais ça ne manque pas c'est très fidèle à une époque d'ailleurs, c'est très amusant. Voilà, ce Sulpice a vraiment deux visages. Lui succède en 1943, à 42 ans, Albert de Caris. Alors là, qui est un homme qui a marqué l'Institut pour plusieurs raisons. D'abord, sa présence ici a été très longue. Il a été élu à 42 ans, il était né en 1901 et il mourra en 1988. Il était né à Sotteville-les-Rouen, près de Rouen. Il entre à l'école Estienne, lui aussi, plus aux Beaux-Arts de Paris, dans l'atelier de Cormon. Mais alors, c'est un homme, un athlète du burin, on peut dire un virtuose incroyable, aussi d'ailleurs un très bon aquarelliste, une œuvre gigantesque. Je lis sur mon papier 600 gravures, mais en fait, il y en a beaucoup plus. Il a noté une chose, c'est qu'il gravait sur acier, plutôt sur cuivre, ce qui me semble beaucoup plus difficile, mais ce qui lui permettait sans doute de faire des tirages très importants. Et il a également réalisé énormément de timbres. C'est un homme qui a aussi fait des fresques. Il a décoré le Palais du Bois, bâti par Henri-Jacques Lemesme à l'exposition universelle de 1937. Il était très dans le vent à l'époque. Il a aussi fait des fresques pour le chalet de l'architecte Jean Walter à Megève. Vous savez, Jean Walter était l'architecte... Enfin, c'est Walter Guillaume. C'est Jean Walter, c'était le deuxième mari de Madame Guillaume, dite Dominica, dite la veuve noire, dont l'histoire mériterait une conférence à elle toute seule. Et il a aussi réalisé des fresques pour l'exposition internationale de New York de 1938. Aucun sujet ne lui est étranger. Alors vraiment, il a tout fait, énormément de vues d'architecture. Il a été très frappé par Rome. Alors je vous montre d'abord son prix de Rome, qui est quand même Ève avant le péché, qui est... Bon, écoutez, je pense que c'est toujours disponible à la calcographie du Louvre, si ça vous intéresse. Mais il a ensuite été un homme qui a fait de très belles vues de Rome, des ruines. Il y a toujours une vigueur, une science du noir et blanc,
Bon, il y a des choses c'est très inégal, mais il y a des choses magnifiques. Je trouve que ça, par exemple, c'est très impressionnant. Ce sont des burins de grande taille, 73 cm par 84, comme cette campagne, paysage de campagne animé. C'est un art très monumental, très vigoureux, vraiment une espèce d'apothéose d'un certain burin qui est vraiment en force. Florence, Florence, orage sur la ville. Un vrai talent à faire vibrer les blancs dans des estampes très, très contrastées. Il a aussi réalisé d'ailleurs des œuvres beaucoup plus modernes, entre guillemets, notamment dans les années 30. Par exemple, cette piscine, qui n'est pas sans rappeler la piscine de Pontoise, mais ce n'est pas la piscine de Pontoise, c'est certainement quelque chose d'imaginaire, qui a eu une gravure qui a eu un prix du Comité international olympique beaucoup plus tard. Il y avait en même temps que les Jeux olympiques des concours d'art et de littérature au programme des Jeux. Et ça s'est arrêté après les Jeux olympiques de 1948. Mais jusque-là, par exemple, en 1924, quand il y a eu les Jeux olympiques à Paris, il y avait des Jeux olympiques artistiques et il y a eu des œuvres qui ont été couronnées à ce moment-là. Le jury était finalement beaucoup plus relevé que les artistes lauréats, ce qui fait que ça s'est arrêté. Donc ça a été quelque part un champion olympique inattendu. Les chantiers du Trocadéro, d'ailleurs, l'avaient inspiré. Je vous montre cette autre gravure. Il y en a, mais je n'ai malheureusement pas trouvé d'autres planches de cette période. Il y a des gravures comme ça qui, je trouve, ont de grandes qualités de construction et qui tranchent avec certaines choses qui sont quand même un peu, enfin, qui sont un peu limites. Je vous montre par exemple une gravure de circonstance qu'il a faite. Alors, il y a une date sur la gravure. Vous voyez, on le voit en singe escaladant l'Institut, 30 octobre 1945. Il avait été élu en 1943. Il n'est pas impossible, mais je crois que son installation, c'est-à-dire le discours d'installation, a eu lieu en 1946. Donc, je ne sais pas pour quelle raison, il avait réalisé cette gravure. Mais alors, il habitait 3 quai Malaquais, il faut dire. Il était tout près de l'Institut. Et il a fait beaucoup de vues de Paris, beaucoup de vues de ce quartier. Alors, je vous montre une gravure assez drôle qui s'appelle « L'Institut salue la monnaie ». Alors, qui est quand même, c'est quelque chose. Vous voyez, la coupole de l'Institut est un personnage et la monnaie, elle est un peu, c'est une corne d'abondance comme il se doit. Il y a cette vue de Paris très étonnante avec Sainte-Geneviève. Je ne pense pas que ça soit Anne Hidalgo, non, c'est Sainte-Geneviève qui survole Paris. Et d'ailleurs, c'est une acquisition récente. Ça a été acquis par la bibliothèque de l'Institut pendant la période du Covid. Nous avons la plaque, le dessin préparatoire et le cuivre. Alors là, en l'occurrence, c'est un cuivre de cette énorme gravure, gigantesque, très, très impressionnante. Autre gravure représentant Notre-Dame. Il a beaucoup représenté Notre-Dame. Je vous montre encore une gravure qui aussi, vraiment, il a beaucoup gravé autour de chez lui, on peut dire. Ce Pont-Neuf, à l'aube, on va dire, le soleil se lève à l'est, Burin. Et je vous montre 2 choses. Alors d'abord, un projet de timbre, mais qui est assez d'actualité en rapport avec les Jeux paralympiques, qui est un projet de timbre pour des handicapés sportifs, projet de timbre qui n'a pas été réalisé, mais qui, je trouve, est assez bien. C'était un très bon dessinateur et j'ai eu l'occasion de voir des aquarelles de lui qui étaient vraiment de très très bonne qualité. Notamment, il avait réalisé toute une suite d'aquarelles, mais qui sont dans le commerce, qui ne sont pas accessibles pour la maison Nicolas. Enfin, voilà un autoportrait de lui. Et je dois dire que j'avais reçu donc après, alors j'arrive pas à lire de là, mais quelques jours après sa mort, j'ai reçu cette carte de lui. Il avait préparé ce faire-part de décès, mais malheureusement, je n'arrive pas à lire bien où il dit qu'il s'en va, etc., qu'il aurait pu faire mieux. Enfin, c'est un homme que j'ai connu d'ailleurs. J'étais tout jeune et je l'ai connu. C'était un homme qui avait beaucoup de qualités et dont l'œuvre est gigantesque et qui, je suis sûr, un jour sera reconnu plus qu'il ne l'est actuellement. Enfin, il meurt le 1er janvier 1988 et est élu quelques mois après, le 1er mars 1989, Roger Vieillard. Alors là, c'est quelqu'un de très, très, vraiment
tout autre monde, hein, qui était né en 1907. Il est donc élu à 81 ans, qui a eu plusieurs vies avant d'entrer en gravure. Hein. Il a été tennisman de haut niveau, étudiant en lettres et en droit. Il avait fait Sciences Po et il a fait toute une carrière, en fait, toute une carrière à la BNCI, qui était une banque à l'époque, puis à la BNP. Et il ne réalise sa première gravure qu'à 27 ans. D'abord, il fait ça en amateur, à l'atelier de Stanley William Hayter, qui a été un graveur très important, un graveur anglo-saxon qui vivait à Paris, qui avait fondé un fameux atelier, l'atelier 17, comme 17 rue Campagne Première, mais qui a voyagé dans beaucoup d'endroits, hein, qui a été dans plusieurs rues, et qui finalement a fini rue Daguerre. Ce fut un atelier fréquenté par un grand nombre d'artistes, hein, comme Alechinsky, Chagall, Hecht, Masson, Riopelle, Rothko, Matisse, Hubac, Vieira da Silva, etc. Là, c'est un homme qui se trouve vraiment dans un monde beaucoup plus moderne, entre guillemets. Il a d'ailleurs même, pendant la guerre, en 1943, une exposition dans une des rares galeries qui, à l'époque, avait vraiment une activité, qui est la galerie qui existe toujours, hein, la galerie Jeanne Bucher. Donc Roger Vieillard a une œuvre très personnelle, très, très subtile. Je vous montre voilà, la Tour de Babel de 1936, une œuvre en rapport avec les travaux du Trocadéro. Hein. C'est amusant quand on compare ça avec ce que faisait De Caris. Ça a à voir un peu avec les surréalistes, mais c'est autre chose. C'est une œuvre un peu comme une toile d'araignée. Voilà, Babylone aussi, qui sont des choses très raffinées. La cathédrale Notre-Dame. Ils ont beaucoup fait Notre-Dame, ça tombe bien, parce que c'est un sujet d'actualité, comme vous le savez. Colline d'Olivier, alors ça c'est c'est un burin. L'âge de fer, enfin. Il a illustré beaucoup de livres. Tous ces artistes, d'ailleurs, ont illustré beaucoup de livres. L'amour du monde, burin. Alors là, on est en 1972. Gravure de dimension assez respectable, hein, 28 cm par 50. Et ensuite, il a commencé à expérimenter des techniques où il mélangeait le plâtre, des matrices. On arrive à des choses qui sont plus proches de la sculpture. Et il y a des œuvres très, très originales comme ça, je vous montre encore, ça reste de la gravure, mais ensuite il a fait des choses qui sont parfois en trois dimensions, l'éclat du jour, burin, vous voyez, avec des tailles très profondes, avec aussi ça combine les moulages en plâtre, des matrices ancrées, ça donne lieu à des tirages sur plâtre, appelés par l'artiste relief gravé, dont il tirait 1 ou 2 exemplaires. Hein. Il est très expérimentateur de nouvelles techniques et de mélange de procédés, cherchant des effets de gaufrage et s'autorisant parfois des perforations du métal. Et chez la gravure chez lui est plus proche du bas-relief et donc de la sculpture que de la peinture ou du dessin. Vous voyez, ça c'est une chose qui est vraiment... qui s'éloigne de la gravure, mais qui a de vraies qualités plastiques. Ça a été un grand ami d'ailleurs de l'académicien historien de l'art Marc Fumaroli, qui avait d'ailleurs énormément d'œuvres de lui chez lui. J'ai assisté à son installation. C'est la première fois que je venais dans cette maison qui a eu lieu en novembre 1989, et on voyait le pauvre qu'il n'était pas du tout en forme. Hein. Il est mort le 15 décembre 1989, donc très peu de temps après son installation. Il lui succède le 27 février 1991 Jean-Marie Granier, un homme des Cévennes, hein, alors que je n'ai pas connu, qui était né de parents flerblantiers établis dans les Cévennes depuis plusieurs générations, qui avait été d'abord à l'école des Beaux-Arts de Nîmes, avant de venir aux Beaux-Arts de Paris, où il fréquente les ateliers de Camille et d'un artiste que j'aime bien qui s'appelait Galanis, entre 46 et 50. Ensuite, il sera pensionnaire de la Casa Velasquez. Et ce séjour en Espagne le marquera beaucoup. Il a beaucoup travaillé en Espagne. Il a été très frappé par l'Espagne, qui était quand même une Espagne. On était 10 ans après la guerre civile. C'était quand même un pays qui devait être encore très, très marqué par cette période terrible.
C'était un pays très pauvre, hein, mais il a beaucoup voyagé dans le pays, mais en fait, il a surtout illustré des corridas. Je vous montre un dessin, il a fait beaucoup de dessins de corridas, et ensuite il est revenu en France. Il a une expression très épurée et il évoluera vite vers une abstraction extrêmement linéaire, noir et blanc, la plupart du temps au burin. C'était vraiment un adepte intransigeant au dire de ses élèves et de ses confrères. Il a donc été d'abord, après avoir fait ses études aux Beaux-Arts, il a été enseignant dans les 2 écoles où il avait été élève, hein, c'est-à-dire qu'il a été professeur à Nîmes de 59 à 76, puis enseignant aux Beaux-Arts de Paris de 79 à 87. Et ensuite, il a été de 2000 à 2007 directeur du musée Marmottan. Alors c'est une œuvre très graphique. Je lui ai succédé et j'avais été voir sa veuve dans sa maison des Cévennes, magnifique maison très poétique où il y a une œuvre immense qui n'a pratiquement pas circulé dans le commerce. Enfin, c'est un peu un cas étrange de quelqu'un qui a fait une belle carrière de professeur, d'enseignant et qui a été ensuite académicien, etc., mais dont l'œuvre est restée très secrète et il y a des suites et des suites et des suites de gravures absolument inconnues du public. Je vous montre une suite, ça c'est la suite Camargue. Ça fait penser un peu à un peintre qui s'appelle Bazaine, je trouve, mais ça fait penser à tous ces peintres abstraits de cette époque. Hein. Et je vous montre la suite Cévennes, qui est une très belle suite conservée par la bibliothèque de l'Institut. Ça s'appelle la rivière bouleversée. Le bruit du vent, qui est aussi une gravure, vraiment, alors là, on a quitté quand même le monde de la gravure d'interprétation. Hein. Mémoire de la courbe, l'arbre éclaté de 1974, cicatrice de 1974 aussi, le cri du jet, c'est la suivante, la vigne abandonné, c'est un très beau travail, hein, mais alors vraiment qui n'est pas connu, qui est complètement secret. Il y en a des exemplaires peut-être à la Bibliothèque nationale, peut-être ici à la Bibliothèque de l'Institut, mais sinon aucun marchand n'a jamais eu ça entre les mains. Il y a eu quelques expositions, notamment à Nîmes, et je crois au Japon. Il avait fait une exposition au Japon au moment où il était directeur du musée Marmottan. Voilà, la vigne abandonnée. Traces de pas. En plus, il y a une grande variété. Je trouve que c'est pas du tout monotone. Hein. C'est très, très sensible, voilà, le ciel traversé avec en plus des beaux titres. Voilà, c'est un homme dont l'œuvre gagnerait à être un peu connue, à être un peu montrée dans des institutions, hein, parce que c'est quand même extraordinaire que ça passe complètement. Je vous montre une dernière gravure que je trouve très belle, hein, d'une suite qui s'appelle la suite La Ville, qui est de 1981-82. Ensuite, il a été très, très occupé par ses fonctions et il a donc moins produit, mais il a néanmoins réalisé énormément de suites. Hein. Il y a c'est toujours des suites en grand nombre, hein, Garrigue, Portrait à la Borrigue, Ribouillage, La Camargue, L'Oiseau mort, Les carrières de Beaucaire, Les coquillages. Tout ça représente une œuvre de plusieurs centaines de gravures et vraiment, j'espère qu'un jour, Jean-Marie Granier aura droit à une plus grande considération. Il meurt le 4 août 2007. Ce qui est une très mauvaise nouvelle pour moi, parce que donc je ne le connaissais pas. Je savais qu'il était professeur aux Beaux-Arts. J'avais d'ailleurs une sœur qui l'avait eu comme professeur, mais je ne l'avais jamais rencontré. Et on m'a dit, mais vous devriez le candidater pour lui succéder. J'avais dit, vous n'y pensez pas. Et le résultat est que j'ai été élu au mois d'avril 2008. Et donc, je vais avoir la délicate mission maintenant de vous parler un peu de mon travail. Alors ça, c'est moins drôle. Alors, je commence par quoi? Voilà, alors, je suis né en 48.
J'ai pas été aux Beaux-Arts, j'ai simplement, après des études qui n'avaient rien à voir, j'ai passé quelques mois dans une école d'architecture, l'école spatiale d'architecture, où j'ai vite compris que je n'étais pas fait pour la vraie architecture. Et j'ai été ensuite à des cours du soir de la ville de Paris, qui existent encore, ça ne s'appelle plus de la même manière, mais ça s'appelle les Beaux-Arts de Paris, je crois, ou l'atelier, ou l'école des Beaux-Arts de Paris, qui sont des ateliers, il y en a un certain nombre dans la ville. Et j'allais boulevard du Montparnasse dans un cours dont le professeur s'appelait Jean Delpech, qui était un homme qui avait eu le prix de Rome juste après la guerre, je crois en 1948, qui était né en 16 et qui était tout à fait discret, qui n'avait jamais évoqué le fait qu'il était artiste en dehors du fait qu'il était professeur, et qui était un professeur tout à fait charmant, qui vous montrait la technique et qui ne se mêlait absolument pas du contenu de ce que pouvaient faire ses élèves. Et j'ai découvert bien plus tard que c'était un bon artiste, et d'ailleurs à tel point qu'il y a eu l'année dernière, il est mort pas très âgé, dans les années 80, et l'année dernière, il y a eu une exposition de ses œuvres au musée de l'Armée, car il a beaucoup œuvré pendant la guerre. Il se trouve qu'il était militaire en 1940. Au moment de l'armistice, il n'a pas été fait prisonnier, il n'a pas fait le STO, car il était professeur de dessin technique, ce qui lui a donné un statut privilégié pour continuer à enseigner. Et donc, il a beaucoup œuvré dans Paris, il a fait des gravures de cette période, ce qui est rarissime. Et donc, sa famille a donné ces gravures au musée de l'Armée. Et il y a eu une très jolie exposition l'année dernière avec un magnifique catalogue financé en plus par le Getty à Los Angeles, parce qu'il a considéré que l'intérêt scientifique était suffisant pour financer cette très belle publication. Enfin, ça a été l'homme qui m'a encouragé. Enfin, je me souviens que la première fois que je l'ai vu, il m'a dit « Vous savez, la gravure, c'est terminé, ça vous amusera le dimanche. Alors, je veux bien vous apprendre un peu la technique, mais il faut penser quand même à faire un autre métier. » Enfin, toujours est-il que j'ai quand même un peu persévéré. Je faisais des grands dessins plutôt du monde, plutôt imaginaire, comme vous voyez cette machine volante dont je suis incapable de vous dire maintenant, quand même, c'est il y a plus de 50 ans, d'où est la source d'inspiration. Enfin, il y a d'autres dessins qui précèdent, mais je ne me suis pas réveillé un matin avec l'image de cette machine dans la tête. Il y avait d'autres dessins, je pense. Je ne suis pas sûr que ça ne vienne pas de Piranèse. Ça vous paraît bizarre, mais de machines dans des prisons comme ça, qui petit à petit ont pris leur autonomie. Ça, c'est plus. Alors, je ne cache pas une grande admiration pour Piranèse à mes débuts, que j'avais découvert quand j'avais 20 ans. Hein. Il y avait deux choses que j'avais découvertes. C'est Piranèse, en achetant un petit livre dans une galerie, un livre d'une exposition sur Piranèse. Et j'avais été voir en 1969, avec des amis, une grande rétrospective Rembrandt au Rijksmuseum, qui était pour le troisième centenaire de l'anniversaire. 3e centenaire de sa mort, une exposition où il y avait évidemment beaucoup de peintures, de dessins, mais une salle circulaire avec ses plus belles gravures, avec des états, les trois croix, etc. Et ça avait été quand même un choc pour moi, et j'avais vu ça avant d'aller à l'atelier Delpech. Donc Piranèse m'avait vraiment marqué, et donc ce sont des gravures évidemment inspirées par ces architectures imaginaires qui ont fait Florès au XVIIIe, beaucoup, mais qui sont aussi. Il y a aussi un artiste qui m'avait à l'époque impressionné, c'est Escher, qui est d'ailleurs un bon graveur, hein, qui a été un peu gâté par le fait qu'il a été beaucoup utilisé dans des produits dérivés, etc., mais qui est un artiste qui maintenant d'ailleurs connaît un vrai succès, alors qu'il n'était pas très considéré au moment de sa mort en 1972. Voilà, tout ça c'est un monde imaginaire. Hein, tout ça alors ce sont des gravures toujours précédées par beaucoup de dessins, et petit à petit la chose mûrit jusqu'à ce que je mette ça au propre, on va dire, sur le cuivre. Voilà, avec l'avantage de la gravure qui est de pouvoir faire des états, c'est-à-dire qu'on peut se rendre compte de l'avancement du travail en cours de route. On tire des gravures avant qu'elles soient terminées, et c'est un des grands privilèges de l'estampe de pouvoir procéder de la sorte. Voilà, une ville souterraine aussi, 1982. Je ne sais pas du tout où j'en suis au point de vue du temps, là. Ça va, tout va bien? Voilà. Alors là, au bout d'un moment, je me suis quand même réveillé, on peut dire, après les rêves. Je me suis mis à faire des choses plus d'après la réalité.
Donc des endroits qui m'étaient familiers. À gauche, c'est l'atelier d'un ami qui s'appelle Pascal Vinardel, qui avait un très bel atelier dans la cité Trévise, dans le 9e arrondissement. Alors ça, c'est une gravure relativement grande, un format raisin, on va dire. Et à droite, c'est l'atelier d'un ami qui s'appelle Marc-Antoine Fehr, qui est un très bon peintre suisse qui vit en Bourgogne et que je connais bien et que j'ai beaucoup fréquenté. Et donc voilà, c'est des choses beaucoup plus d'après la réalité, comme c'est le cas pour cette gravure alors plus grande, qui représente l'appartement où je me trouvais, rue Payenne, une très jolie rue. J'ai beaucoup de mal à quitter cet appartement qui était juste derrière le musée Carnavalet, mais tout ça est bien loin. Autre endroit où j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser des gravures, des dessins puis des gravures, c'est l'atelier de mon imprimeur René Tazé, qui a ouvert son atelier en 1978 près de la gare de l'Est, rue Hittorf, juste derrière la mairie du 10e, rue du Faubourg Saint-Martin. Et j'ai réalisé beaucoup de gravures dans cet endroit, qui était un endroit très, très inspirant, très mauvais état, mais très inspirant, avec ces machines, avec cette division de l'espace, avec ces cloisons vitrées, etc. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler dans ce lieu qui malheureusement a disparu il y a déjà presque 20 ans maintenant. Il a été, non pas tout à fait 20 ans, il y a une quinzaine d'années, l'endroit était tellement en mauvais état qu'il a été démoli, et René Tazé a maintenant un atelier qui est très beau mais qui est moderne, près de la porte Saint-Martin, mais qui est peut-être moins inspirant que l'était cet atelier ancien. Voilà, ça en haut. Alors la photo n'est pas de bonne qualité, il y a un effet de moirage. C'est une eau forte qui est le séchoir. C'est une pièce très importante dans les ateliers. Vous savez, les gravures sont imprimées sur du papier mouillé. Il faut ensuite les faire sécher. Donc, on les met entre des buvards. On met des poids sur les buvards. C'est ce qu'on voit sur le meuble à gauche. Et ensuite, quand on sort les gravures, on met les buvards à sécher en les suspendant avec des pinces. Comme ça, il y a tout un jeu, un roulement qui se fait. Le séchoir est une pièce très importante dans les ateliers de taille douce. En bas, c'est une gravure qui est faite dans l'atelier Leblanc, où j'avais commencé à imprimer au tout début de mon activité de graveur. Cet atelier était magnifique, il était 187 rue Saint-Jacques, il a disparu il y a maintenant une vingtaine d'années. C'était le plus ancien atelier à Paris, je crois savoir. C'était un atelier qui datait du XVIIIe siècle, où il y avait d'ailleurs, entre parenthèses, un magnifique séchoir, justement. Et là, on a une vue de cet atelier Leblanc qui a disparu et qui est remplacé, je crois, par des bureaux, très tristement. C'était un endroit très, très inspirant où, à l'époque où j'y étais allé, il y avait une vingtaine d'imprimeurs taille-doucier qui y travaillaient, ce qui paraît maintenant inconcevable. Aucun atelier à Paris emploie autant de monde. Retour au monde imaginaire, il se trouve qu'en 1992, il y a eu une exposition à Nancy pour 1592, c'était le 400e anniversaire de la naissance de Jacques Callot. Et un marchand anglais qui s'appelle Christopher Mendes avait réalisé une exposition en hommage à Callot, et y était exposée une extraordinaire gravure d'après Callot. Callot a réalisé 2 tentations de Saint-Antoine. Une première tentation dont cette gravure s'inspire, qui a eu probablement, qu'il avait réalisé à Florence, et il y a dû avoir un accident dans les morsures, etc., ce qui fait que la plaque a été ruinée après quelques épreuves. On en connaît 2 ou 3 épreuves. Mais quelqu'un en avait fait une copie à l'époque qui, elle, est moins rare, et j'avais eu l'occasion de voir et d'acheter cette copie chez ce marchand anglais, et je me suis amusé à faire une copie de la première tentation de Saint-Antoine, qui est beaucoup plus rare que la seconde, qui, elle, n'a pas été ruinée et est beaucoup plus connue. Bon, mais enfin, comme je suis très lent, je voulais que ça coïncide avec l'anniversaire de Callot, mais finalement, ça n'est paru que 2 ans après. Dans la même veine, je vous montre, alors c'était 2 choses qui sont vraiment concomitantes. Enfin, 96, c'est un peu plus tard, mais ce qui est à gauche, c'est la danse du diable. Alors vraiment, j'étais dans cette atmosphère fantasmagorique de Callot, un
très grand artiste, bon, c'est la palissade de le dire, mais qui est aussi un des plus grands dessinateurs qu'on puisse imaginer. Dans cette exposition de 1992, on pouvait voir d'ailleurs des dessins qu'on voit rarement, très rarement, notamment ceux qui sont dans la collection. Enfin, à l'époque, c'était la reine d'Angleterre, maintenant le roi d'Angleterre. La monarchie britannique a de magnifiques dessins de Callot, qui est un très grand graveur, mais un très grand dessinateur, tout comme c'était le cas d'ailleurs pour Piranèse, très, très grand dessinateur également. Alors, donc ensuite, je reviens, les années passent, je reviens un peu, enfin ça, non, ça c'est en fait avant, ça c'est... J'alterne un peu entre le monde imaginaire et le monde réel. Ça, c'est une vue de Paris, hein, vue de la rue de Marignan. D'ailleurs, cette gravure a un intérêt historique parce que, en fait, ça ne ressemble plus à ça maintenant. Le grand toit qu'on voit oblique était un cinéma qui s'appelait le Paris, qui donnait sur les Champs-Élysées, qui a été démoli. Alors la vue a complètement changé. On voit beaucoup plus l'immeuble qui est derrière, qui est l'immeuble du rond-point des Champs-Élysées, l'immeuble où se trouve la maison Arcurial. Donc c'est un témoignage d'un Paris disparu. Autre témoignage de Paris, mais vous voyez, je n'avais pas été jusqu'à la Flèche. Là. Je m'étais contenté de faire cette vue du chevet de Notre-Dame, qui était vue d'après l'appartement d'amis que j'avais, qui était quai Montebello, où on voit au premier plan les bouquinistes qui ont pas mal fait parler d'eux récemment. Et ensuite, on voit le chevet de Notre-Dame et le bout des immeubles de l'île de la Cité. Autre source d'inspiration à Paris, ce sont les passages. Il se trouve que j'avais un ami qui avait un très joli magasin d'antiquités dans la galerie Vérododa qui s'appelait Robert Capia. Et donc, j'ai eu envie de faire une suite des passages, mais qui n'était pas une suite réaliste, qui était une suite, un peu un hommage aux prisons de Piranèse, des projets d'agrandissement de ces passages parisiens qui sont au nombre d'une petite vingtaine maintenant. Beaucoup ont été démolis. Donc voilà, à gauche, un projet d'agrandissement de la galerie Vérododa, que vous connaissez peut-être, qui est près de la Banque de France, près de la rue Croix-des-Petits-Champs, entre la rue Croix-des-Petits-Champs et la rue Jean-Jacques Rousseau. Un très joli passage, un des premiers, 1800. C'est une architecture de l'époque de Charles X, Louis XVIII, Charles X. Et d'ailleurs, c'est un passage magnifiquement décoré, mais que j'ai agrandi, entre guillemets, tout comme j'ai agrandi à droite la galerie Vivienne, qui est... Bon, alors je garde des éléments stylistiques de la galerie Vivienne, mais je l'agrandis par le bas, je lui fais une galerie inférieure, comme ça, et c'était une suite dont je vous montre que deux exemples. C'est donc hommage à Piranèse au travers des galeries parisiennes, des passages parisiens, une typologie architecturale qu'on trouve dans d'autres villes, à Londres, à Milan, à Naples, mais à Paris, ils sont très beaux, même si à Londres, ils sont peut-être encore plus vivants. Ils sont souvent, ça correspond aussi à une époque où le commerce était florissant dans les passages, et ensuite il y a eu des changements, il y a eu l'apparition des grands magasins, etc. Ce qui fait que ce sont souvent des endroits un peu désertés. J'ai aussi eu l'occasion d'illustrer des livres, comme d'ailleurs beaucoup de mes prédécesseurs, notamment un texte magnifique qui est la Bibliothèque de Babel de Borges, un livre très court qui représente une bibliothèque infinie. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à illustrer ce texte. Je vous montre une planche de ce livre qui est là. Donc c'est une rêverie. Le texte de Borges est très peu descriptif. Il parle plutôt de la vie des bibliothécaires à l'intérieur qui se succèdent de génération en génération, qui arpentent des galeries sans fin, etc. Et moi, j'ai imaginé une bibliothèque qui, elle, est réelle, enfin, qui ressemble à une bibliothèque, mais qui n'est pas fidèle au texte de Borges. Et à l'occasion de ce travail, donc, j'ai aussi fait une chose que j'aime bien, c'est-à-dire dessiner sur la gravure, lui donner l'agrandir, on va dire. Alors, je vous montre quelque chose qui a pour base cette gravure, mais que la gravure telle qu'elle est là, est plus petite que le cuivre sur lequel elle est gravée. Et donc, j'ai réalisé une gravure gouachée, rehaussée à la gouache, qui est plus grande que la gravure elle-même. Donc, si vous voulez, le centre est sur un fond gravé. En revanche, toute la périphérie, ce sont des dessins qui ne sont pas sur un fond gravé. Ce thème des bibliothèques, j'ai beaucoup aimé le parcourir, on va dire, et
aussi au travers de bibliothèques réelles. J'ai donc réalisé cette gravure de la bibliothèque de la salle Labrouste, une bibliothèque extraordinaire qui a été construite à la fin du Second Empire, 1865-66, par l'architecte Labrousse, qui avait déjà réalisé la bibliothèque Sainte-Geneviève. Alors c'était un travail compliqué parce que j'avais un peu choisi la difficulté en ne me mettant pas dans l'axe. C'est une bibliothèque d'ailleurs très moderne. Toute la décoration est extrêmement académique, mais la structure en est extrêmement moderne, une structure métallique, très novatrice pour l'époque. Et cette bibliothèque, comme vous le savez, a été rénovée, existe toujours et est toujours aussi belle, avec d'ailleurs des fresques. J'en ai aussi réalisé des épreuves gouachées, mais bon, je ne vais pas tout vous montrer. Je vous montre aussi quelque chose qui est un dessin, mais qui est tout à fait inspiré de cette bibliothèque. Voilà, c'est un dessin qui est une sorte d'agrandissement de la bibliothèque de la salle Labrouste de 2009. Alors ça, c'est plus proche de nous. En 2012, je crois, Sylvie Aubenas, 2012-2013, Sylvie Aubenas, qui est la directrice du département des estampes et de la photographie, m'a demandé de faire tout le travail, non pas sur la salle Labrouste, parce qu'en fait, on ne le voit pas. J'essaie de revenir en arrière. En fait, à droite, là, vous voyez, il y a une allée centrale, mais qui se prolonge à droite par ce qu'on appelle le magasin central des imprimés, qui est un immense lieu de stockage des livres, qui avait au départ 4 ou 5 niveaux, mais qui, vu l'abondance des livres, a été agrandi au fur et à mesure du temps qui passe, notamment par un architecte. Au début, c'est Labrouste, mais il y a un très bon architecte qui a œuvré à son agrandissement, qui s'appelle Michel Rouspitz, qui a été l'architecte de la BNF pendant longtemps. Et donc, on m'a demandé de faire des gravures, alors là, qui n'ont rien de fantaisiste, sauf la planche de titre à gauche, qui, elle, est inventée, de faire une suite de gravures pour représenter ce magasin central des imprimés après le déménagement des livres, qui était parti, et avant que ça soit rénové. Maintenant, toute cette partie est maintenant accessible au public d'ailleurs, mais l'aspect en a changé, notamment par le fait qu'elle a été il y avait une lumière naturelle à ce moment-là qui venait du plafond, mais maintenant, pour des raisons de sécurité, les étages sont étanches et il n'y a plus cette circulation verticale. Voilà, je vous remontre. Je vous explique aussi la gravure au centre avec ces espèces d'orgues qui est qu'à l'époque où la bibliothèque était en marche, les demandes de livres se faisaient par pneumatique, un système, on mettait un bulletin dans une espèce de cylindre métal qui circulait dans ces tuyaux qui gagnaient les étages, que ce soit en haut ou en bas. Et évidemment, ce système ne marche plus, mais dans la rénovation qui a eu lieu, on a maintenu ces espèces de machines qui font très Jules Verne, qui font très Kafka. Il y a d'ailleurs quelque chose de Kafka, il y a quelque chose de Jules Verne, il y a quelque chose de Piranèse aussi, dans ce magnifique magasin central des imprimés. Autre source d'inspiration pour moi, ça a été aussi les cabinets de curiosité, ces endroits muséaux où on accumule des choses. D'une façon générale, j'ai un peu horreur du vide, alors j'aime bien remplir la page vraiment à saturation, et c'est le cas des cabinets de curiosité. J'avais donc fait cette planche à la demande du libraire André Jam, qui avait publié un catalogue sur les cabinets de curiosité, et j'avais fait ce cabinet de curiosité imaginaire, qui est donc complètement, qui ne ressemble à aucun autre, mais qui a les ingrédients du cabinet de curiosité, c'est-à-dire cette accumulation de choses extrêmement disparates et variées, d'animaux, de métaux, d'objets d'art, etc. Voilà. Et pour finir, je vous montre 2 dessins. Alors, parce que je ne fais pas que de la gravure, 2 dessins qui sont tout à fait inspirés de cette problématique, de cette thématique des cabinets de curiosité, qui sont
un peu imaginaire et un peu réel tout de même. C'est celui-là que j'appelle minéralogie, qui est inspiré d'une salle qui se trouve au Victorian and Albert Museum, une salle qui contient des minéraux, une très belle salle. Enfin, c'est un musée magnifique qui est vraiment une source d'inspiration. Alors j'ai un peu triché, je ne suis pas sûr que la vitrine du fond soit telle qu'elle est là, mais quand même, je respecte la forme des vitrines, et les objets sont bien les objets qui se trouvent dans cette très belle salle du V&A. Et la dernière chose, voilà, pardon, j'ai été un peu vite. Voilà, c'est librement inspiré d'une salle qui contient comme ça des curiosités, des objets antiques. En fait, c'est plutôt des objets antiques. C'est une salle qui est dans un musée à Berlin, dans l'île des musées, et c'est la collection de l'archéologue Schliemann, l'homme qui a découvert les ruines de Troie. Voilà, c'est sur cette note nostalgique que je termine. Merci de m'avoir écouté. Merci. Peut-être y a des questions. C'est une question rituelle qu'on pose, mais je vois que tout était clair. Bon, très bien. Merci beaucoup de votre présence et je suis très heureux d'avoir pu partager avec vous, d'avoir évoqué en plus ces graveurs qui ne sont pas souvent évoqués, parce que vraiment beaucoup sont pas forcément très connus, mais je suis très heureux d'avoir pu les faire revivre l'espace de cette conférence. Merci beaucoup.